À Paris, lorsque l'on évoquait le nom de Laurent Dubois, les visages se fermaient d'admiration mêlée d'un respect prudent. Investisseur d'une rare précision, bâtisseur silencieux d'une fortune colossale, il représentait le triomphe de l'ordre sur le chaos émotionnel, la victoire d'une rigueur implacable sur les incertitudes de la vie. À 43 ans, il possédait tout ce que l'on pouvait convoiter, des immeubles entiers dans les quartiers les plus prisés, une collection d'art privé que même certains musées enviaient, et un appartement majestueux au cœur du 16e arrondissement, où le silence régnait comme un roi sur son royaume. Pourtant, malgré ce luxe omniprésent, une solitude glaciale enveloppait chaque recoin de sa vie. Laurent n'avait jamais cherché la lumière des projecteurs. Il fuyait les événements mondains, refusait les interviews et déclinait les invitations les plus prestigieuses avec la même constance que celle avec laquelle il organisait ses journées. Chaque matin, à 6h30 précises, il quittait sa chambre pour une session de natation dans sa piscine intérieure. À 7h15, un petit déjeuner frugal l'attendait, fruits découpés avec rigueur, café noir, sans sucre. Puis à 8h, il entamait ses appels, ses revues de portefeuille et ses réunions, toutes planifiées avec une ponctualité presque militaire. Aucun imprévu ne trouvait sa place dans ce monde millimétré. Mais derrière cette façade d'efficacité et de contrôle absolu se cachait une cicatrice ancienne, une blessure qu'il avait décidé de ne jamais rouvrir. Il y avait eu une femme autrefois, un amour de jeunesse si intense qu'il en était devenu douloureux, presque irréel. L'échec de cette relation l'avait brisé plus profondément qu'il ne l'aurait cru possible. Depuis, il avait verrouillé son cœur à double tour, se promettant de ne plus jamais s'aventurer sur ce terrain incertain qu'est l'attachement. Les rares aventures qui traversaient sa vie n'étaient que de brèves parenthèses, effacées aussi vite qu'elles apparaissaient, et toujours tenues à une distance prudente. Les murs de son appartement étaient couverts d'œuvres d'art modernes, toutes choisies pour leur abstraction, leur capacité à ne rien évoquer de personnel. Le mobilier, bien que luxueux, n'avait rien de chaleureux. Les couleurs étaient neutres, les textures froides. On entrait chez Laurent comme on pénètre dans un sanctuaire, avec respect, mais sans jamais se sentir chez soi. Même ses employés les plus proches ne le connaissaient que par fragments, et aucun n'aurait osé parler de lui autrement qu'en termes strictement professionnels. Laurent ne manquait de rien, sinon d'un battement imprévu dans le cours immuable de ses journées. Et c'est justement cet imprévu, sous une forme minuscule et inattendue, qui allait tout bouleverser. Ce matin-là, la ville s'éveillait sous un ciel bas, alourdi par les nuages d'octobre. Une pluie fine s'abattait sur les trottoirs parisiens, dessinant des éclats brillants sur les dalles de pierre. Laurent, absorbé dans la lecture d'un rapport financier, n'avait prêté attention ni au tonnerre lointain, ni à la lumière grise qui envahissait ses fenêtres. Mais un son inhabituel le tira de sa concentration. 3 coups secs frappaient à sa porte. Il fronça les sourcils. Personne ne venait jamais à l'improviste. Il attendit quelques secondes, croyant à une erreur. Puis les coups reprirent, cette fois plus insistants. En silence, il se leva, traversa le vaste salon et ouvrit la porte avec une prudence mêlée d'agacement. Devant lui se tenait une enfant. Elle semblait avoir 7 ou 8 ans, peut-être moins. Ses cheveux bruns, trempés par la pluie, collaient à son visage et ses grands yeux bruns le fixaient avec une intensité presque déconcertante. Elle portait un manteau rouge trop léger pour la saison et tenait dans sa main un petit papier chiffonné, qu'elle serrait comme un talisman. « Monsieur Laurent Dubois ?» demanda-t-elle d'une voix claire, mais légèrement tremblante. Il hocha lentement la tête, encore sous le choc. « Ma maman m'a dit de venir vous voir si quelque chose lui arrivait. Elle a dit que... vous êtes mon papa. » Un silence s'abattit sur le couloir, comme suspendu dans le temps. Le regard de Laurent descendit lentement vers le billet. D'un geste mécanique, il le prit. Sur le papier, des mots simples, écrits à la hâte. Une signature, Élodie. Le nom lui coupa le souffle. Élodie. Celle qu'il avait connue un été, dans une autre vie. Celle qu'il avait tenté d'oublier. Il ne répondit rien. Son esprit tournait à toute vitesse, tentant de comprendre ce qui se jouait là, à quelques centimètres de son monde parfaitement organisé. Et pourtant, dans ce regard d'enfant, il y avait une chose que ni les chiffres ni les plannings ne pouvaient nier, une vérité brute, une faille dans son système. Il s'écarta lentement, laissant la porte ouverte. « Entre !» dit-il simplement. Et pour la première fois depuis longtemps, le silence de son appartement fut troublé par des pas légers, hésitants,
et un battement nouveau, discret, mais irréversible, dans le cœur d'un homme qui avait juré de ne plus jamais ressentir. Le hall de l'appartement de Laurent Dubois, habituellement plongé dans une quiétude rigoureuse, semblait respirer différemment depuis l'entrée de la petite inconnue. Ses chaussures détrempées avaient laissé de minuscules empreintes sur le parquet impeccable, et son manteau rouge ruisselant contrastait violemment avec la neutralité luxueuse des murs beige clairs. Elle se tenait là, droite, comme si elle savait que ce moment changerait quelque chose d'irréversible, tant pour elle que pour cet homme qu'elle venait à peine de rencontrer. Laurent restait debout, sans voix. Il fixait l'enfant, et ses yeux revenaient sans cesse aux petits mots qu'il tenait encore dans la main. Les lettres tremblaient légèrement, mais la signature au bas de la feuille était indiscutable. Élodie, une silhouette du passé qu'il avait volontairement reléguée aux recoins les plus inaccessibles de sa mémoire. Cela faisait presque 8 ans, et rien depuis ne l'avait préparé à cette confrontation brutale avec ce qu'il pensait être une parenthèse sans suite. L'enfant semblait fatigué, ses joues rosies par le froid et l'humidité. Elle n'avait pas bougé depuis qu'il lui avait demandé d'entrer. Elle attendait. Il désigna un fauteuil près du salon, et elle s'y installa, posant son sac à dos élimé à ses pieds. Elle ne pleurait pas. Son calme n'était pas celui de la sérénité, mais plutôt celui de quelqu'un qui a appris trop tôt à se contenir, à observer le monde en silence. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il enfin d'une voix qu'il peinait à reconnaître comme la sienne. « Clara » répondit-elle. « Clara Marchand. C'est le nom de ma maman. Marchand. Pas Dubois. » Un soulagement fugitif passa dans l'esprit de Laurent, aussitôt chassé par une vague de culpabilité. Il tenta de reprendre le contrôle de la situation. « Et ta maman, Élodie, où est-elle? Pourquoi n'est-elle pas avec toi ?» Clara hésita, puis sortit un mouchoir froissé de sa poche et s'essuya le nez avant de répondre. « Elle est à l'hôpital. Depuis 3 jours. Une dame très gentille m'a gardé un peu, mais maman a dit que si elle ne se réveillait pas, je devais venir ici. Elle m'a montré une photo de toi. Elle a dit que tu es mon père, même si tu ne le savais pas. » Il sentit un froid le parcourir, malgré la chaleur contrôlée de la pièce. Ce qu'elle disait ressemblait à un puzzle absurde qu'on aurait jeté sur la table sans lui donner la boîte pour voir l'image complète. Il lut de nouveau le billet. Les mots d'Élodie y étaient simples, mais lourds de conséquences. Elle y expliquait qu'elle avait gardé le silence par peur, par orgueil aussi, mais qu'aujourd'hui elle n'avait plus le luxe de ses précautions. Clara avait besoin de stabilité, et selon elle, Laurent était l'unique personne capable de l'assurer, même s'il ignorait jusqu'à son existence. Il s'assit dans le fauteuil face à l'enfant, se frottant les tempes. « Tu as faim ?» demanda-t-il, parce que c'était tout ce qu'il parvenait à dire sans vaciller. Clara hocha la tête. Il se leva, fit signe à la gouvernante, une femme discrète nommée Mireille, de préparer quelque chose de chaud, puis retourna auprès de la petite. Il n'avait jamais été à l'aise avec les enfants. Il en croisait parfois dans ses rares dîners d'affaires, lorsque ses associés venaient avec leur famille, mais il n'y prêtait guère attention. Et voilà que maintenant, une fillette aux grands yeux l'observait, dans son propre salon, prétendant être sa fille. Lorsqu'elle se mit à manger, Laurent l'observa en silence. Chaque mouvement de Clara, chaque mimique lui rappelait quelque chose. Ce n'était pas seulement son regard, il y avait dans son attitude une sorte de mélancolie contenue, une manière de se tenir, de mâcher doucement, qui évoquait Élodie avec une clarté presque douloureuse. Après le repas, Clara explora la pièce d'un regard curieux. Ses yeux s'attardaient sur les tableaux abstraits, les meubles modernes, l'éclat du verre et de l'acier. Elle ne disait rien, mais Laurent percevait ses pensées. Elle n'était pas habituée à ce luxe. Elle venait d'un autre monde, et lui, à cet instant précis, n'avait aucune idée de ce qu'il devait faire. Il la guida vers une chambre d'amis, la plus simple de toutes, avec un lit bas et une salle de bain attenante. Clara posa son sac sans bruit et s'assit sur le bord du lit. « Est-ce que je peux rester ici, monsieur ?» demanda-t-elle, sans oser le regarder. Il ferma les yeux une seconde. Le mot « monsieur » le heurta. Elle ne savait pas encore comment l'appeler. Et lui non plus ne savait pas s'il voulait être appelé autrement. « Tu peux rester », répondit-il doucement. Pour l'instant, elle acquiesça. Puis, comme si elle avait attendu cette permission pour lâcher prise, elle se glissa sous la couverture, les yeux déjà mi-clos. Laurent éteignit la lumière et referma lentement la porte. De retour dans son bureau, il saisit son téléphone et lança une recherche rapide sur Élodie Marchand.
Plusieurs résultats s'affichèrent, dont un avis d'hospitalisation récent. État critique, pronostic réservé. Il sentit ses mains trembler. Il se revit, 8 ans plus tôt sur la côte atlantique, dans cette pension de famille où il avait tenté de fuir Paris après une perte boursière majeure. Élodie était serveuse dans un café, en bord de plage. Leur relation avait été brève, mais intense. Puis, sans un mot, elle avait disparu du jour au lendemain. Il ne l'avait jamais revue. Cette nuit-là, il dormit peu. Il se réveilla plusieurs fois pour vérifier que Clara était bien là. Chaque fois, il la découvrait endormie paisiblement, une main sous l'oreiller comme si cet espace inconnu ne l'effrayait pas autant que lui. Au matin, il la trouva assise à la table du petit déjeuner, les pieds ne touchant pas encore le sol, buvant un chocolat chaud. Mireille lui jeta un regard discret, attendant ses instructions. Mais Laurent n'en avait pas. Il ne savait même pas comment on s'occupait d'un enfant. Encore moins d'une enfant qui pourrait être sa fille. Clara leva les yeux vers lui. « Est-ce que je vais rester ici longtemps ?» demanda-t-elle. Il hésita, puis s'assit en face d'elle. « Je ne sais pas encore. On va d'abord s'assurer que ta maman va mieux. » Elle hocha la tête sans insister. Puis après un silence, « Est-ce que tu l'aimais, ma maman ?» Il resta figé un moment. Cette question inattendue le frappa de plein fouet. Il revit le sourire d'Élodie, ses cheveux emmêlés par le vent, sa voix légère. Oui, il l'avait aimée, plus qu'il ne l'avait admis, même à lui-même. « Oui, murmura-t-il. « Je crois que oui. » Clara sourit, faiblement. « Alors peut-être que tu peux m'aimer un peu aussi, si tu veux. » Et pour la première fois depuis des années, Laurent Dubois sentit quelque chose en lui se fissurer. Pas une rupture brutale, non. Plutôt un craquement infime, mais qui annonçait l'effondrement progressif d'une muraille trop longtemps érigée. Il ne répondit rien. Il la regarda simplement et dans ce regard il y avait un début. Pas une promesse, pas encore, mais une ouverture, une brèche par laquelle l'imprévu venait d'entrer dans sa vie. Et il savait, au fond, qu'il ne refermerait pas cette porte si facilement. Le silence habituel de l'appartement de Laurent avait disparu. Même lorsqu'aucun son ne s'élevait, l'atmosphère semblait différente, comme si l'air lui-même s'était densifié. Clara se promenait de pièce en pièce, avec la lenteur curieuse de ceux qui découvrent un monde entièrement nouveau. Chaque objet l'intriguait, chaque meuble déclenchait une question muette dans son regard. Laurent, quant à lui, oscillait entre le refus de se projeter et une inquiétude grandissante qu'il ne parvenait plus à dissimuler. Il tenta de reprendre le fil de ses habitudes. Il fit semblant de lire ses rapports habituels, s'efforça de tenir ses appels avec la même rigueur, mais son esprit revenait sans cesse à la même interrogation. Clara était-elle réellement sa fille? Les mots d'Élodie résonnaient encore dans sa mémoire. Elle n'avait rien demandé pendant toutes ces années, et soudain, elle déposait une enfant à sa porte, dans un acte désespéré qui n'admettait aucun recul. Il ne pouvait s'empêcher de se souvenir de ce qu'il avait ressenti lors de ce fameux été, dans cette ville du sud-ouest où tout avait changé. 8 ans plus tôt, Laurent avait fui Paris pendant une période de crise professionnelle. Une erreur de jugement rare mais coûteuse lui avait valu des critiques acerbes dans les milieux financiers. Pour la première fois, il avait douté de lui. Il avait loué un petit appartement à Bordeaux, espérant se perdre dans l'anonymat et retrouver une forme de clarté mentale. C'est dans un café de quartier qu'il l'avait rencontré. Élodie servait derrière le comptoir et son rire avait percé la brume dans laquelle il vivait. Elle était vive, drôle, imprévisible, tout ce qu'il évitait habituellement. Et pourtant, il était revenu chaque jour. Ils avaient partagé un mois intense, fait de promenades, de longues conversations et de nuits où il s'était senti vivant pour la première fois depuis longtemps. Mais ce bonheur était teinté d'un malaise persistant. Élodie ne parlait jamais de son passé, et lorsqu'il lui posait des questions sur ses projets d'avenir, elle changeait de sujet. Puis, un matin, elle n'était plus là. Le café avait changé de serveuse. Personne ne savait où elle était partie. Laurent avait attendu, puis avait fini par rentrer à Paris, blessé mais déterminé à tourner la page. Il avait considéré cette histoire comme une parenthèse, un écart regrettable dans une vie qu'il voulait ordonner. Et maintenant, voilà que cette parenthèse revenait avec un nom, un visage, une voix d'enfant. Clara, pendant ce temps, s'installait peu à peu dans ce nouvel environnement. Elle ne posait pas beaucoup de questions, mais observait tout. Elle semblait comprendre instinctivement qu'elle n'était pas censée déranger. Laurent s'efforçait de la maintenir à distance émotionnelle,
mais ses efforts se heurtaient à une évidence de plus en plus troublante. Cette petite fille avait quelque chose de familier. Ce n'était pas seulement une question de ressemblance physique, c'était sa manière de regarder les choses, ce mélange de prudence et d'intuition qui rappelait Élodie de façon troublante. La confirmation de l'état de santé d'Élodie ne tarda pas à arriver. L'hôpital confirma qu'elle était dans un coma médicalement induit après une infection sévère. Aucun pronostic précis ne pouvait être donné. Il n'y avait pas de famille proche connue, aucun autre tuteur désigné. Clara, selon les informations de l'assistante sociale, devait rester avec Laurent jusqu'à ce qu'une solution plus permanente soit trouvée. Il ne s'y opposa pas, mais il sentit une pression nouvelle s'installer. Cette responsabilité, aussi temporaire soit-elle, chamboulait tout. Une nuit incapable de dormir, il descendit dans le salon et y trouva Clara assise sur le tapis, entourée de quelques jouets que Mireille avait trouvés dans une armoire. Elle ne pleurait pas, mais son visage trahissait une inquiétude sourde. « Tu ne dors pas ?» demanda-t-il. « J'ai fait un cauchemar » murmura-t-elle. Il hésita, puis s'assit à côté d'elle. Elle leva les yeux vers lui. « Tu penses que maman va se réveiller ?» Laurent prit une inspiration lente. « Je ne sais pas, Clara. Mais les médecins font tout leur possible. » Elle hocha la tête, comme si cette réponse lui suffisait, même si elle n'apportait aucun réconfort. Elle reprit l'un des jouets et le fit tourner dans ses mains. « Quand j'étais plus petite, maman me parlait de toi. Elle disait que tu étais intelligent, très sérieux, et que tu avais un grand appartement. Mais elle disait aussi que tu ne savais pas comment aimer les gens. » La phrase le frappa de plein fouet. Il voulut répondre, se défendre, dire qu'elle exagérait, mais il se tut. Elle n'avait pas tort. Il s'était enfermé dans une logique où les émotions étaient des variables incontrôlables, donc dangereuses. Il n'avait jamais permis à quiconque d'entrer vraiment dans sa vie depuis Élodie. Et voilà que la fille de cette femme, peut-être sa propre fille, résumait en une phrase ce qu'il évitait de voir en face. « Tu crois que c'est vrai ?» demanda-t-elle sans provocation. « Je crois que j'ai appris à ne pas montrer ce que je ressens, pour me protéger. » Elle ne répondit pas, mais elle se rapprocha de lui, posa sa tête contre son bras et ferma les yeux. Ce geste, aussi simple soit-il, le bouleversa plus qu'il ne l'aurait admis. Le lendemain, il décida de chercher des preuves tangibles. Il voulait savoir. Il devait savoir. Il fouilla ses archives, ressortit des photos de Bordeaux, tenta de retrouver des messages, des carnets, des traces. Rien ne mentionnait une grossesse. Aucun indice n'indiquait qu'Élodie ait voulu le contacter à l'époque. Il se sentait piégé dans un espace entre vérité et incertitude. Clara était-elle réellement sa fille, ou le fruit d'une erreur, ou pire, d'une manipulation? Et pourtant, chaque jour passé à ses côtés rendait cette question de plus en plus secondaire. Il contacta un avocat discret, un homme de confiance, pour discuter d'un test de paternité. Il fallait un consentement, mais dans la situation actuelle, avec la mère inconsciente, les procédures seraient longues. Il fallait du temps. Et pendant ce temps, Clara était là, dans son salon, à apprendre le nom des tableaux, à demander pourquoi il ne souriait jamais, à rire parfois sans raison. Une semaine passa. Les routines changèrent. Laurent ajusta ses horaires. Il déjeunait désormais chez lui. Il apprenait à cuisiner des plats simples. Il s'agaçait de ne pas savoir tresser des cheveux, de ne pas connaître les chansons à la mode chez les enfants, de ne pas comprendre les cauchemars nocturnes. Mais il essayait. Et Clara, elle, s'accrochait à lui avec une confiance naïve mais tenace. Un matin, en rangeant le sac à dos de Clara, il trouva un dessin. Elle l'avait fait en silence, sans le montrer. Une grande maison avec deux personnages. Un homme en costume, une petite fille en robe rouge. Il comprit sans effort. Et au coin de la feuille, elle avait écrit « Chez papa ». Cette question silencieuse, écrite en lettres maladroites, le hanta toute la journée. Ce qu'il voulait oublier revenait maintenant sous une forme qu'il ne pouvait pas rejeter. Ce n'était plus une histoire inachevée ou une blessure ancienne. C'était une réalité présente, vibrante, incarnée dans les gestes d'une enfant qui n'avait rien demandé, mais qui, par sa seule présence, remettait en question tout ce que Laurent pensait avoir compris de sa propre vie. Les premiers jours, Laurent s'était laissé porter par l'urgence, par la nécessité de faire face à l'imprévu. Héberger Clara, s'assurer qu'elle avait de quoi manger, dormir, se sentir un minimum en sécurité, tout cela avait occupé son esprit suffisamment pour qu'il ne réfléchisse pas trop. Mais maintenant que le temps s'allongeait, que les silences entre deux événements devenaient plus pesants, une autre réalité s'imposait.
Il n'avait aucune idée de ce que signifiait vraiment vivre avec un enfant. Sa routine méticuleuse, son emploi du temps millimétré, sa solitude bien huilée, tout cela était en train de céder sous le poids d'une présence aussi légère que décisive. Clara, elle, semblait s'adapter avec une aisance qui le déroutait. Elle ne posait pas de questions intrusives, mais elle observait tout. Elle faisait attention à ne rien déranger, à ranger ses affaires, à manger proprement. Pourtant, derrière cette sagesse prématurée, Laurent devinait une attente, un besoin mal exprimé d'être vu, reconnu, aimé. Il s'efforçait de répondre, mais chaque geste, chaque décision le plongeait dans une incertitude nouvelle. Préparer un petit déjeuner, vérifier si elle avait assez dormi, comprendre ce qui la faisait rire ou pleurer, tout cela lui paraissait plus complexe que négocier un contrat à plusieurs millions d'euros. Le premier vrai défi arriva une nuit, alors qu'il s'apprêtait à travailler sur un rapport de fusion pour un client important. Clara, déjà couchée, se releva, les yeux remplis de larmes. Elle ne criait pas, ne se plaignait pas, mais sa détresse était palpable. Elle avait peur, pas de quelque chose de précis, mais de l'obscurité, du silence, du vide. Il tenta de la rassurer, maladroitement, mais se rendit compte qu'aucune de ses paroles n'avait d'effet. Finalement, il alluma une petite lampe dans sa chambre et resta quelques minutes assis près d'elle jusqu'à ce qu'elle se rendorme. Il n'avait jamais été aussi dérouté. Ce n'était pas le sommeil qui lui volait, mais ce sentiment d'impuissance, cette découverte brutale qu'il ne savait pas comment consoler un enfant. Le lendemain matin, il essaya de lui faire des crêpes. Ce fut un échec complet. Trop épaisse, trop molle, brûlée par endroits. Clara goûta quand même, par politesse. Il la remercia d'un sourire discret. À midi, il demanda à Mireille de l'aider à apprendre quelques recettes simples. La gouvernante, surprise, mais ravie de cette ouverture, se montra patiente. Laurent prit des notes, observa, répéta les gestes. Il n'avait jamais tenu une poêle avec autant de précaution, comme si le destin de son foyer dépendait du dosage du sucre et du temps de cuisson. Le changement ne se faisait pas en grande scène, mais en détail. Des chaussons oubliés dans le salon, un livre d'histoire posé sur la table basse, une petite voix qui chantonnait dans la salle de bain. Clara ne prenait pas de place avec violence. Elle s'infiltrait doucement dans les interstices de la vie de Laurent, modifiant la texture même de son quotidien. Et lui, malgré lui, commençait à changer. Il écourtait ses appels, déléguait plus souvent, passait plus de temps à la maison. Ce qui, une semaine plus tôt, aurait été impensable devenait peu à peu une évidence. Mais tout n'était pas aussi simple. Un soir, alors qu'il tentait de lui faire apprendre à nouer ses lacets, Clara se fâcha. Elle jeta sa chaussure contre le mur, frustrée de ne pas réussir. Laurent, surpris, s'énerva à son tour. Le ton monta sans que ni l'un ni l'autre ne le veuille vraiment. Elle se mit à pleurer. Il resta figé. Il comprit, à ce moment précis, à quel point il était mal préparé. Il ne savait pas comment parler à une enfant en colère. Il ne savait même pas comment gérer sa propre colère. Il s'assit à côté d'elle, après un long silence, et lui dit simplement qu'il était désolé. Elle le regarda sans répondre, puis posa sa tête contre son épaule. Aucune leçon, aucun discours, juste ce geste fragile, et tout était pardonné. Dans les jours qui suivirent, Laurent fit appel à une psychologue spécialisée dans l'enfance pour l'aider à mieux comprendre Clara. Elle lui donna quelques conseils, l'encouragea à instaurer des routines rassurantes, à communiquer sans pression. Elle ne parla pas d'autorité ou de discipline, mais d'écoute et de présence. Laurent prit des notes, suivit les recommandations avec le sérieux d'un élève appliqué. Il se surprit à acheter des livres sur l'éducation, à poser des questions à Mireille, à observer les autres parents dans les parcs pendant que Clara jouait. Il découvrit aussi que Clara adorait les histoires avant de dormir. Il n'était pas un bon conteur, sa voix manquait de modulation, son ton restait monocorde. Mais elle écoutait avec une attention qui le désarmait. Un soir, après avoir lu un conte maladroitement, il s'interrompit, désolé. « Tu veux que je m'arrête ?»« Non, dit-elle. J'aime bien quand tu lis, même si tu lis comme un monsieur très sérieux. » Il rit malgré lui. C'était la première fois qu'il riait depuis longtemps, sans que ce soit une réaction sociale attendue. Un rire vrai, libérateur. Clara rit aussi, et ce moment de complicité resta gravé en lui comme un tournant discret, mais profond. Un après-midi, alors qu'il rentrait d'une réunion écourtée, il la trouva dans le bureau, assise à sa chaise, en train de taper sur le clavier de l'ordinateur éteint. Lorsqu'il entra,
Elle leva les yeux, coupable. « Je voulais faire comme toi. »« Travailler, expliqua-t-elle. J'écrivais une lettre. »« À qui ?»« À toi, mais dans ma tête. » Il s'approcha et s'agenouilla près d'elle. « Tu veux me la dire ?» Elle réfléchit un instant. « Cher papa, je suis contente d'être ici. Même si tu ne souris pas beaucoup, je crois que tu m'aimes un peu. Peut-être. Moi, je t'aime un peu, beaucoup. » Il resta sans voix. Aucune réponse ne lui semblait appropriée. Il la prit simplement dans ses bras. Et cette étreinte qu'il avait tant redoutée se fit sans effort. Clara s'y blottit naturellement. Ce n'était plus un simple hébergement, ni une situation provisoire. C'était un commencement, aussi fragile soit-il. La présence de Clara changeait tout. Il ne s'agissait pas seulement d'adaptation, mais de transformation. Chaque jour, elle ébranlait un peu plus les murs qu'il avait mis des années à construire. Et même si la question de sa filiation restait en suspens, elle semblait perdre de son importance face à ce lien nouveau, tissé au fil des jours, des maladresses, des silences partagés et des gestes simples. Laurent ne le savait pas encore, mais il venait de franchir un seuil, celui où l'amour ne se prouve pas par les mots mais par la constance de la présence. Clara, sans le vouloir, lui offrait la chance de devenir quelqu'un d'autre. Non pas un autre homme, mais un homme entier, capable enfin de ressentir sans fuir. La fin d'après-midi s'étirait lentement dans le silence ouaté de l'appartement, seulement troublé par les bruits discrets de Clara dans sa chambre. Laurent, installé à son bureau, relisait pour la 3e fois un courriel sans parvenir à en saisir le sens. Depuis que Clara était entrée dans sa vie, le monde autour de lui s'était déplacé sur un axe inconnu. Rien ne tournait plus comme avant. Il vivait dans une sorte de décalage permanent entre ses obligations professionnelles et cette nouvelle réalité qui s'imposait à lui sans crier gare. Il croyait, peut-être naïvement, pouvoir compartimenter les choses, maintenir sa vie ordonnée d'un côté et gérer Clara comme un dossier temporaire de l'autre. Mais chaque jour, chaque minute passée avec elle sapait cette illusion. Il avait commencé à s'attacher. Il le savait. Cela ne venait pas d'un éclair de révélation, mais d'une accumulation lente et silencieuse de gestes, de regards, de silences partagés. La veille encore, il avait été bouleversé de la voir rire en dessinant une scène absurde d'un chat géant dansant sur un toit. Il avait ri avec elle, sincèrement, et en l'observant, il s'était surpris à se dire qu'elle avait une manière de pencher la tête lorsqu'elle se concentrait qui lui rappelait Élodie. Ce genre de détail, si anodin en apparence, avait le pouvoir d'ébranler toutes ses défenses. Ce jour-là, en rangeant les affaires de Clara que Mireille avait mises à laver, il tomba sur un petit objet oublié dans la doublure du sac à dos. Ce n'était pas un jouet, ni un vêtement, mais une feuille soigneusement pliée en 4. Il la déplia avec précaution. C'était une lettre. L'écriture, fine et penchée, ne laissait aucun doute. C'était celle d'Élodie. Il la lut d'abord sans respirer, comme si chaque mot allait exploser entre ses doigts. La lettre n'était pas datée, mais on sentait qu'elle avait été écrite dans l'urgence, ou peut-être dans la douleur. Élodie s'y adressait directement à lui, sans détour. Elle y expliquait qu'elle avait longuement hésité avant d'écrire, par peur, par orgueil, mais surtout par la certitude qu'il ne voudrait pas d'un enfant. Elle lui racontait ce qu'elle avait ressenti après leur séparation, la surprise de découvrir sa grossesse, puis la décision de garder l'enfant seul, convaincue qu'il n'aurait jamais accepté cette responsabilité. Elle parlait de Clara avec tendresse, décrivait ses premiers pas, ses premiers mots, ses peurs et ses joies. Chaque phrase portait la trace d'un amour silencieux et d'un regret sourd. Mais ce n'était pas tout. Vers la fin de la lettre, elle faisait mention d'un objet précis. Un collier, offert par Laurent pendant leur été à Bordeaux, qu'elle avait conservé comme une preuve intime de leur lien. Elle écrivait que si un jour il doutait de la véracité de ses paroles, ce collier pourrait servir de témoin. Selon elle, il contenait une photo qu'ils avaient prise ensemble dans un vieux photomaton, un souvenir minuscule mais suffisant pour lier Clara à son passé. Or, ce collier n'était pas dans les affaires de Clara. Laurent fouilla à nouveau le sac, la chambre, les poches. Rien. Il demanda à Mireille, qui répondit n'avoir vu aucun bijou. Cette absence le plongea dans un trouble plus profond encore. Si Élodie avait pris soin de laisser cette lettre à Clara, pourquoi le collier n'était-il pas avec? Clara savait-elle qu'elle le possédait, ou l'avait-elle perdu? Il n'osa pas l'interroger directement, de peur de l'inquiéter, mais il commença à prêter plus d'attention à ses objets, à ses habitudes. Chaque détail pouvait désormais être une pièce du puzzle. Le soir venu,
Alors que Clara s'endormait doucement après une journée à la bibliothèque avec lui, leur première sortie en tête-à-tête, Laurent relut la lettre. Il la connaissait déjà par cœur, mais il espérait y trouver quelque chose qui l'aurait manqué. Chaque mot d'Élodie semblait chargé d'un poids qu'il ne savait pas porter. Elle y exprimait un mélange de confiance et de résignation. Comme si elle savait qu'un jour, tôt ou tard, Clara se retrouverait face à lui. Comme si elle avait anticipé ce moment avec une lucidité presque douloureuse. Dans un passage plus personnel, Élodie évoquait leur dernier soir ensemble, à Bordeaux. Ce qu'elle y décrivait confirmait ce qu'il avait presque effacé de sa mémoire. Une nuit calme, tendre, sans promesse, mais empreinte d'une intimité sincère. Elle y écrivait qu'elle avait senti, ce soir-là, qu'il l'aimait, même s'il ne l'avait jamais dit, et qu'elle avait espéré en silence qu'il revienne. Mais devant son silence prolongé après son départ, elle avait interprété cela comme un refus clair. Elle n'avait jamais tenté de le recontacter. Elle avait préféré assumer seule. Laurent referma la lettre lentement. Il resta longtemps dans le salon, plongé dans une réflexion douloureuse. Une partie de lui voulait refuser cette version des faits. Il voulait croire qu'il aurait agi différemment s'il avait su. Mais une autre partie, plus lucide, savait que cela n'était pas certain. À l'époque, il était un homme différent. Il fuyait tout ce qui pouvait ressembler à un attachement. Il n'aurait peut-être pas accepté cette vie, cette responsabilité. Il aurait pu faire exactement ce qu'Élodie avait craint, partir. Le lendemain, il contacta discrètement un détective privé. Il voulait savoir si le collier avait été vendu, perdu ou confié à quelqu'un. Il fallait retrouver cet objet, non seulement pour valider l'histoire d'Élodie, mais aussi pour se reconnecter à ce moment de leur vie commune. Le détective promit de remonter la piste à partir de Bordeaux. Laurent lui transmit les détails du collier, la date approximative et une description de la photo miniature. Il n'avait pas d'espoir immédiat, mais c'était une façon d'agir, de ne pas rester figé. Ce jour-là, Clara passa plus de temps dans son bureau. Elle semblait s'y sentir de plus en plus à l'aise. Elle dessina un plan de l'appartement avec des annotations amusantes. Ici, papa fait semblant d'être très occupé, ou ici, je mets mes chaussons quand il dit attention au parquet. Ces petits mots, écrits avec une naïveté touchante, le firent sourire malgré lui. Il comprenait que, pour elle, il n'était plus un inconnu. Il était devenu une présence quotidienne, un repère, même s'il doutait encore de sa légitimité. Il se demanda alors ce qu'il deviendrait si un jour on lui enlevait Clara. Si, pour une raison légale ou médicale, elle devait repartir, disparaître de son appartement comme Élodie autrefois. L'idée le glaça. Il ne s'agissait plus d'un simple hébergement provisoire. Il commençait à entrevoir ce que signifiait être père, au-delà des tests de paternité, au-delà du sang. Mais pour l'instant, il lui manquait une pièce essentielle du puzzle, le collier, la preuve concrète de ce lien qu'il commençait déjà à ressentir sans avoir besoin de certitude. Et cette absence, ce vide minuscule dans un sac à dos d'enfant, devenait désormais son obsession silencieuse. Car tant que ce bijou ne serait pas retrouvé, il ne pourrait complètement croire, ni complètement oublier. Le matin où un coup de sonnette retentit dans l'appartement déjà animé par la présence de Clara, Laurent ressentit une tension nouvelle. Il ouvrit la porte pour découvrir sa sœur aînée, Sophie, debout sur le seuil, le manteau serré autour d'elle, les traits tirés. Il n'avait pas vu Sophie depuis plus d'1 an. Leur relation avait toujours été tendue, minée par la distance et les non-dits. Elle entra sans attendre d'invitation. Il resta un moment figé, observant cette silhouette qu'il connaissait pourtant si bien, ses yeux clairs, l'allure ferme, le sourire discret et réservé qui ne s'accordait jamais avec les efforts d'affection. Sophie s'approcha, posa son sac et regarda autour d'elle. Elle aperçut immédiatement Clara, assise à une table, le visage absorbé par un dessin. Un mélange de surprise et de jugement passa dans ses yeux. « Laurent, dit-elle d'une voix calme mais ferme, je crois que nous devons parler. » Il acquiesça et conduisit sa sœur dans le salon. Il y avait tant de choses à dire, et aucun mot ne venait facilement. Sophie fit quelques pas, s'arrêta devant une œuvre abstraite accrochée au mur, puis se retourna vers lui. « Je sais ce qui se passe, » déclara-t-elle enfin, « et je comprends, mais je ne peux pas rester à l'écart. » Le silence qui suivit était chargé de souvenirs. Laurent savait que Sophie le jugeait depuis longtemps. Non pas uniquement pour sa réussite professionnelle, mais pour la manière dont il avait choisi de vivre, sans attache, sans émotion visible, protégé derrière des routines. Il ne voulait pas protester.
Il avait changé. Il le sentait, mais il ne savait pas encore comment l'exprimer. Sophie s'assit, croisant les mains sur ses genoux. « Cet enfant, commença-t-elle, elle est avec toi maintenant. As-tu réfléchi à ce que cela implique ?» Laurent détourna le regard un instant. « Je m'adapte, répondit-il. Je fais ce que je peux. » Elle hocha la tête, mais son regard ne se détendit pas. Ce « je fais ce que je peux » ne suffit pas. Il y a des responsabilités, Laurent. Tu as toujours fui les responsabilités qui ne pouvaient pas s'acheter. Le mot « toujours » résonna comme un jugement ancien. Laurent sentit une vague de colère mêlée de honte. Il se leva, détourna les yeux, puis revint s'asseoir. « Je ne peux pas continuer comme avant, Sophie. Tu ne comprends pas. Tout est différent. » Elle l'écoutait, mais il savait qu'elle l'entendait plus qu'elle ne l'écoutait. Sophie se leva et marcha vers la fenêtre, contemplant la ville qui s'éveillait sous un ciel gris. Elle se retourna, le visage plus tendre que lorsqu'elle avait franchi la porte. « Je ne veux pas te culpabiliser, expliqua-t-elle. Je veux juste que tu réalises que cet enfant pourrait être une chance pour toi. Et pour nous. » Laurent resta silencieux. La notion « pour nous » le frappa. Jusqu'à maintenant, il avait vécu pour lui seul. Sa sœur ouvrait une porte qu'il n'avait jamais voulu franchir, celle de la famille. Il ne répondit rien. Puis Sophie quitta la pièce pour saluer Clara. Elle s'agenouilla à sa hauteur, la salua par son prénom. Le geste resta simple, sans exubérance. Clara leva les yeux mais ne s'inquiéta pas. « Bonjour Clara, je suis Sophie, la sœur de Monsieur Laurent. » La fillette la salua d'un hochement de tête et retourna à son dessin. Sophie observa quelques instants puis se releva. « Je vais rester quelques jours, ajouta-t-elle. J'ai entendu certaines choses. Je peux aider. » Laurent sentit un mélange d'appréhension et de gratitude. Il n'avait pas demandé son aide, mais il y avait en elle une volonté qu'il percevait comme réelle. Il acquiesça. Les jours suivants furent marqués par une tension nouvelle. Sophie était présente, mais pas intrusive. Elle était là pour observer, aider, questionner. Elle remarquait des traces de désorganisation, des habitudes d'enfant qu'il ignorait. Des petites choses comme certaines jouets posés au mauvais endroit, certaines peurs de Clara ignorées. Elle lui disait les choses simplement, sans juger, en lui offrant sa présence. Et Laurent apprit moins par lui-même que par ce qu'elle montrait. Un après-midi, Sophie proposa une sortie au parc avec Clara. Le ciel restait chargé, mais le froid devenait moins vif. Laurent hésita un instant, puis accepta. Lorsqu'ils arrivèrent dans un square, Clara courut vers les balançoires, éclaboussant quelques flaques. Sophie sourit. Laurent, debout de l'autre côté, la regardait. Il se sentit étranger à cette scène, puis progressivement acteur. Il poussa doucement Clara sur la balançoire. Le mouvement simple, le rire de l'enfant, le contact direct, tout cela le ramenait vers une réalité différente. Sophie restait à ses côtés, lui parlant doucement de ses propres enfants. Elle en avait deux. Elle lui raconta ses doutes, ses erreurs, sa manière d'avoir appris à être quelqu'un d'autre que ce qu'elle avait été. Laurent l'écoutait sans vraiment répondre. Il réalisait que la vie ne se mesurait pas uniquement en chiffres, investissements ou succès professionnel. Il comprenait que le présent était plus exigeant que toutes ses stratégies. Un soir, alors qu'il retrouvait Sophie dans la cuisine, il trouva une lettre sur la table. Celle-ci venait de la direction de l'hôpital. Ils informèrent que le dossier de Clara avait été modifié, qu'un tuteur officiel pourrait être désigné prochainement. Le mot « dossier » résonna étrangement. Il n'y avait plus seulement un lien personnel. Il y avait des obligations légales, des choix concrets à faire. Laurent prit la lettre. Sophie s'arrêta. « Il faudra agir rapidement, dit-elle. » Il hocha la tête. Le temps s'accélérait. Il ne pouvait plus repousser. Et il y avait autre chose. Le regard de Sophie, non plus critique mais bienveillant, lui donnait une force intérieure nouvelle. Il se surprit à lui dire « Merci. »« De quoi ?» demanda-t-elle. « D'être ici, d'agir sans me le reprocher. » Elle posa une main sur son épaule. « Je suis ta sœur, tu n'es pas seule. » Le soir même, ils dînaient tous trois dans l'appartement. Mireille avait préparé un plat simple, rien de luxueux. Des pâtes, une salade. Un geste humble mais symbolique. Clara avait une assiette plus petite, une serviette pliée à côté, et un dessin posé à la fin du repas. Laurent leva son verre d'eau, leva les yeux vers sa sœur, puis vers la fillette. Il sentit quelque chose s'éveiller, l'idée d'un foyer, non pas fait de distance et de protocole, mais de présence, d'interaction, de gestes quotidiens partagés.
Sophie parla de cette routine qu'on bâtit jour après jour, de ce que c'est que d'être un parent quand on a d'abord été un enfant. Elle évoqua l'importance de l'écoute, de la constance, et du fait que l'amour ne se manifeste pas uniquement par des grands gestes, mais par ces instants de répétition. Laurent l'écoutait et prenait note, non pas sur un carnet, mais dans son cœur. Avant de se quitter ce soir-là, Sophie se leva, embrassa les deux et chuchota à son frère « Ce que tu fais est difficile, mais c'est le bon chemin. » Laurent ne répondit pas. Il comprit qu'il devait choisir, et qu'il avait déjà choisi sans le dire. Il avait accepté, d'une manière silencieuse, d'entrer dans un monde qu'il avait toujours évité. Et dans ce silence de fin de journée, quand Clara s'était endormie et que Sophie était partie à sa chambre, Laurent resta un moment face à la fenêtre. Il regarda Paris, vaste, froide, impressionnante, mais maintenant il la voyait autrement. Moins comme un terrain de conquête professionnelle, plus comme un lieu de vie, de lien, de choix. Il respira profondément. Le millionnaire solitaire n'était plus tout à fait seul. Les jours qui suivirent l'arrivée de Sophie dans l'appartement de Laurent furent marqués par une transition discrète, mais profonde. Clara, toujours aussi silencieuse dans son adaptation, semblait s'épanouir à vue d'œil. Sa posture devenait plus assurée, ses gestes plus spontanés. Elle commençait à parler davantage, à poser des questions, à chercher du regard une approbation que Laurent lui donnait, parfois sans même s'en rendre compte. Ce qui n'était au début qu'un effort de cohabitation prenait désormais les contours d'une véritable relation. Non pas une relation définie ou étiquetée, mais un lien vivant, quotidien, fait de moments simples et de transformations invisibles. Laurent, sans avoir consciemment décidé de l'accepter, s'était engagé dans cette nouvelle dynamique. Il avait changé ses priorités sans le formuler clairement. Il se surprenait à vérifier les prévisions météorologiques pour choisir la tenue de Clara, à penser aux horaires d'ouverture de la bibliothèque municipale, à calculer l'heure à laquelle elle devait dîner pour ne pas trop perturber son sommeil. Ces gestes, anodins pour n'importe quel parent, étaient pour lui de véritables ruptures de logique. Et pourtant, il n'éprouvait aucune frustration. Il y avait même une forme de soulagement à voir sa vie s'humaniser. Ce lien nouveau se renforça brutalement un soir d'automne, alors que le vent fouettait les vitres de l'appartement. Clara, qui avait semblé fatiguée toute la journée, se mit à tousser violemment en pleine nuit. Laurent, réveillé par des bruits étouffés, se précipita dans sa chambre. Il la trouva recroquevillée, le visage brûlant de fièvre, les yeux brillants de larmes retenues. Il la souleva doucement, lui murmura quelques mots pour la rassurer et alerta immédiatement Sophie qui dormait dans la chambre d'amis. Tous deux la conduisirent en urgence à l'hôpital le plus proche. Dans la salle d'attente, Laurent se tenait droit, les poings serrés, le visage fermé. Il n'avait jamais connu cette forme d'angoisse immédiate, viscérale. L'idée qu'il puisse perdre Clara, qu'elle souffre sans qu'il puisse intervenir, l'anéantissait. Il n'était pas prêt à ce genre de peur. Il n'était pas préparé à ce que son cœur se serre aussi violemment pour quelqu'un d'autre que lui. Sophie, assise à ses côtés, posa une main sur son bras. Aucun mot ne fut échangé. Il n'y avait rien à dire. L'essentiel se déroulait dans la chambre de soins. Après une longue heure d'attente, le médecin leur annonça que Clara souffrait d'une forte grippe accompagnée de fièvre aiguë, mais qu'elle était sous contrôle. Ils décidèrent de la garder en observation pendant la nuit. Laurent insista pour rester. Il passa la nuit sur une chaise près de son lit, à écouter sa respiration, à ajuster la couverture quand elle glissait, à lui murmurer des mots qu'il ne savait pas qu'il connaissait. Ce fut au cours de cette nuit blanche qu'il comprit, sans le chercher, sans le vouloir, qu'il avait cessé de voir Clara comme une enfant extérieure à sa vie. Elle n'était plus une invitée dans son quotidien, elle en faisait partie. Au petit matin, Clara ouvrit les yeux. Son visage était encore pâle, mais elle sourit en le voyant. « Tu es resté, murmura-t-elle. »« Évidemment, répondit-il. Tu as eu peur ?» Il hésita. Il n'était pas du genre à exprimer ce genre de choses, mais cette fois, il ne détourna pas la vérité. « Oui, j'ai eu très peur. » Elle tendit la main vers lui. Il la prit sans hésiter. Ce contact, si simple, si spontané, fut pour lui comme une réponse à toutes ces questions non formulées. Le retour à l'appartement se fit 2 jours plus tard. Clara était encore faible, mais déjà plus vive. Mireille, visiblement soulagée, avait préparé une soupe chaude et allumé un feu dans la cheminée. Sophie, quant à elle, avait organisé l'espace pour que Clara puisse se reposer près du salon, sur un canapé transformé en petit lit. Laurent travaillait depuis la salle à manger, mais son regard ne cessait de revenir vers l'enfant.
Il prenait désormais conscience de ce que signifiait être présent. Non pas seulement physiquement, mais attentivement, avec une attention pleine, entière. Les jours reprirent leur rythme, mais un changement profond s'était opéré. Laurent, auparavant peu bavard, se mit à engager des conversations plus longues avec Clara. Il lui demandait ce qu'elle aimait lire, ce qu'elle détestait manger, ce qu'elle rêvait de faire. Elle répondait avec cette sincérité désarmante des enfants qui ne savent pas encore ce que c'est que de mentir pour plaire. Elle parla d'un spectacle qu'elle avait vu à l'école, d'une chanson que sa mère lui chantait, d'un jouet qu'elle avait laissé à l'hôpital. Chaque détail ouvrait une fenêtre sur sa vie, et Laurent s'y aventurait avec une curiosité qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Un soir, alors qu'ils regardaient un film ensemble, Clara s'endormit contre lui. Il la couvrit doucement, puis resta ainsi, sans bouger, pendant de longues minutes. Il observa son visage apaisé, son souffle calme, et réalisa que plus rien ne serait jamais comme avant. Il n'était plus le même homme. Il ne cherchait plus à échapper à l'attachement. Il y plongeait, avec toute la prudence et la peur que cela impliquait, mais aussi avec un besoin de sincérité qu'il n'avait jamais connu. Ce changement ne passa pas inaperçu. Sophie, qui s'apprêtait à repartir pour sa propre famille, lui fit une remarque au moment des adieux. « Tu as changé, Laurent. Tu le sens, n'est-ce pas ?» Il acquiesça. Elle ajouta en l'embrassant « Elle t'a changé, mais tu l'as laissé faire. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. » Le départ de Sophie laissa un vide, mais il ne fut pas pesant. Il marquait une transition. Laurent était désormais seul avec Clara, mais il ne se sentait plus dépassé. Il avait trouvé un rythme, une manière de fonctionner. Chaque jour, il s'éloignait un peu plus de l'homme qu'il avait été. Il faisait des erreurs, bien sûr. Il oubliait parfois un goûter, perdait patience devant une crise imprévue, mais il apprenait, et Clara, sans le savoir, l'aidait à devenir quelqu'un d'autre. Pas un autre homme, mais un homme plus vrai, plus complet. Il commença même à envisager l'avenir autrement. Il pensa à l'école, aux activités extrascolaires, à un éventuel test de paternité qui confirmerait ce que son cœur lui disait déjà. Il n'était plus dans l'hésitation. Il agissait, planifiait, s'engageait. La peur d'aimer s'était effacée devant la réalité d'un amour déjà installé. Clara, de son côté, semblait s'enraciner. Elle appelait Laurent « papa » parfois, sans y penser, et il ne la corrigeait pas. Il n'en parlait pas, mais il ne la reprenait pas non plus. Ce mot, longtemps évité, devenait une présence naturelle dans l'air. Il se disait que, peut-être, ce n'était pas une erreur, que ce lien, même s'il n'était pas encore prouvé, existait bel et bien. Et dans cette nouvelle vie à deux, faite de dessins maladroits, de repas improvisés, de petits rituels nocturnes, Laurent commençait à découvrir une vérité qu'il n'avait jamais osé affronter. Aimer, ce n'était pas perdre le contrôle, c'était choisir chaque jour d'être là, avec ses doutes, ses manques, mais aussi avec toute la tendresse qu'il croyait avoir enterrée depuis longtemps. L'équilibre fragile que s'était installé entre Laurent et Clara se trouva brutalement menacé par une convocation inattendue. Il était tôt dans l'après-midi lorsque le téléphone sonnait, sec, professionnel, dépourvu de toute chaleur. La voix au bout du fil se présenta comme celle d'un avocat. Il représentait un membre de la famille d'Élodie, un cousin éloigné que Laurent n'avait jamais rencontré. Cet avocat indiqua que le cousin, nommé Antoine Marchand, avait déposé une requête en garde provisoire de Clara. Il estimait avoir un droit de tutelle en tant que membre de la famille maternelle et prévoyait de solliciter rapidement au tribunal la désignation d'un tuteur officiel. Pour Laurent, cette nouvelle résonna comme un coup de tonnerre. Il avait bien conscience que la question de la filiation n'était pas encore réglée légalement, mais il avait espéré que le calme persisterait jusqu'à ce qu'Élodie se rétablisse. Or, voici que quelqu'un décidé à intervenir l'obligeait à sortir de sa discrétion. Il s'efforça de rester maître de lui-même, bien que son cœur battait plus vite. Il prit rendez-vous avec l'avocat, demanda à ce dernier tous les documents relatifs à la requête, examina les possibles stratégies. Il comprit que la loi française exigeait qu'en l'absence de mère consciente et d'un lien paternel légalement établi, un tiers intervenant de la famille puisse introduire une demande de tutelle pour l'enfant. Cela signifiait que, sans action rapide de sa part, Clara pourrait être confiée à ce cousin qui, selon les premières informations, n'avait jamais manifesté d'intérêt pour elle jusqu'à maintenant. Laurent ressentit une colère froide, non pas pour l'homme qu'il ne connaissait pas,
mais pour l'idée que Clara serait arrachée à cet espace qu'elle commençait à habiter. Il prit alors la décision de se battre. Il informa Sophie, qui revint à Paris le lendemain matin pour le soutenir. Ensemble, ils dressèrent une liste des éléments dont ils disposaient. La lettre d'Élodie, dans laquelle elle citait Laurent comme étant le père, les témoignages de Mireille et de quelques voisins qui avaient vu l'enfant arriver à l'appartement, les dessins de Clara mentionnant « papa ». Mais Laurent savait que juridique ne correspond pas toujours à affectif. Il devait fournir une preuve irréfutable ou préparer un argument convaincant d'intérêt pour l'enfant. Il discuta avec l'avocat de la possibilité de requérir une expertise de paternité, mais cela prendrait du temps. En attendant, il demanda une autorisation de garde provisoire basée sur l'état de santé de la mère et l'attachement déjà formé entre lui et la fillette. Pendant ce temps, Antoine Marchand continuait ses démarches. Il fit parvenir des documents au tribunal, présentant son désir de prendre soin de Clara, justifiant sa requête par le fait qu'il vivait dans une maison à la campagne, pourrait offrir un cadre plus serein qu'un appartement parisien. Laurent et Sophie ne tardèrent pas à reconnaître que cet argument fut repris dans la presse locale. Un quotidien avait publié un article précisant l'existence d'une audience prochaine, faisant état du milliardaire parisien face à sa fille surprise. La médiatisation fut un choc. Laurent, farouche adepte de l'anonymat, se retrouva exposé. Clara, pourtant jeune, avait subitement des photographes autour de l'immeuble, des regards curieux, des parlements de voisins. Il vit le calme qu'il avait mis tant d'efforts à entretenir se fissurer. Malgré cela, il continua. Il passa des heures à l'appartement avec Clara, altérant volontairement son emploi du temps traditionnel pour être plus disponible. Une promenade au bord de la Seine, une visite au musée pour enfants, un goûter dans une librairie. Il proposa à Sophie que tous deux signent une déclaration orale devant un notaire, témoignant de leur volonté d'assumer la garde de l'enfant. Ils cherchèrent à attester ce que ressentait déjà le cœur de Laurent, que Clara ne serait pas simplement hébergée, mais aimée. Il sentit à quel point cela changeait sa vie. Il n'avait plus seulement à gérer un portefeuille, mais à veiller sur une existence. Et la responsabilité qu'il prenait n'était pas négociable. À la veille de l'audience, l'avocat de Laurent prépara un dossier imposant. Copie de la lettre d'Élodie, témoignage, photographie de Clara avec Laurent et Sophie, un bilan de santé de l'enfant et une lettre de l'hôpital confirmant l'état d'incapacité momentanée de la mère. Toutefois, un élément restait en suspens, le collier mentionné dans la lettre d'Élodie. Son absence faisait apparaître une faille que l'avocat de l'autre partie ne manquerait pas d'exploiter. Laurent savait qu'il devait combler cette lacune, même s'il lui manquait encore la pièce physique. Le jour de l'audience arriva. Le tribunal était rigide, formel, intimidant. Laurent entra, vêtu d'un costume sobre, un nœud papillon évité. Il avait les traits tirés, mais son regard était clair. Clara resta à ses côtés, silencieuse mais présente. Sophia, assise dans la salle, lui fit un petit clin d'œil discret. L'avocat présenta les faits, souligna l'attachement, la stabilité offerte par Laurent, l'absence d'alternative plus viable. La partie adverse parla ensuite. L'avocat d'Antoine Marchand insista sur le cadre campagnard, prétendument plus favorable, sur le fait que Laurent vivait à Paris, un milieu d'affairistes moins adapté à l'enfance. Il souligna l'indétermination du lien légal entre Laurent et l'enfant. Laurent sentit son cœur battre à chaque mot prononcé. Il ne connaissait pas encore s'il avait assez de droits ou de preuves, mais il sut, en se regardant dans le miroir de son histoire, qu'il avait quelque chose de plus précieux que les arguments. Il avait la proximité, les gestes, la présence. Et il avait Clara. À la fin de l'audience, le juge annonça que la décision finale serait renvoyée, mais qu'une garde provisoire serait accordée à Laurent jusqu'au verdict. Un soulagement mesuré parcourut la salle. Il n'avait pas gagné, mais il avait tenu. Il avait signé officiellement l'engagement de veiller, aimer, décider. En sortant, il empoigna la main de Clara, descendit les escaliers et sentit pour la première fois vraiment qu'il n'était plus seul dans cette lutte. Il vivait désormais pour deux. Le lendemain de l'audience, alors que l'appartement retrouvait un semblant de calme, Laurent s'enferma dans son bureau, un dossier sous le bras et l'esprit absorbé par une seule idée, retrouver le collier mentionné dans la lettre d'Élodie. Cette pièce manquante représentait bien plus qu'un simple bijou. C'était la clé pour relier les souvenirs d'un été oublié à la réalité qui bouleversait désormais sa vie. L'objet possédait une valeur affective indéniable,
mais dans ce contexte, il revêtait surtout une importance juridique et symbolique capitale. Laurent savait qu'il ne pouvait plus se contenter de spéculations. Il lui fallait des faits tangibles. Il appela immédiatement son assistant personnel, un jeune homme méthodique nommé Clément, en lui demandant de se libérer pour une mission particulière. Après lui avoir expliqué la situation et les détails du collier, une fine chaîne en argent avec un médaillon ovale légèrement patiné, contenant une photo prise dans un photomaton de Bordeaux durant l'été où il avait connu Élodie, il lui demanda de commencer les recherches dans la région même. Le nom du photographe, le lieu, même le modèle du photomaton, chaque information avait été récupérée dans les souvenirs de Laurent avec une précision inattendue. Clément contacta d'abord quelques boutiques d'occasion dans Bordeaux, en commençant par les zones proches de la pension où Laurent et Élodie avaient passé leur été. Il se heurta d'abord à des réponses évasives, des refus polis ou des absences d'archives. Mais au 4e appel, une voix plus intéressée répondit affirmativement. Un antiquaire du quartier Saint-Michel évoqua, avec hésitation, avoir acheté un collier correspondant à cette description il y a quelques mois dans un lot de bijoux vendus anonymement. Le propriétaire n'avait pas donné de nom, mais il se rappelait que le médaillon contenait une photo ancienne de 2 personnes jeunes, assises côte à côte dans une cabine automatique. L'antiquaire précisa qu'il ne possédait plus le bijou. Il l'avait revendu à une collectionneuse installée près de la place du Parlement. Sans perdre un instant, Clément prit un train pour Bordeaux. Laurent suivait tout depuis Paris, en contact régulier avec lui. L'angoisse d'un échec lui nouait l'estomac. Ce collier était le chaînon manquant entre son passé trouble et le futur incertain qu'il voulait stabiliser pour Clara. Le temps de trajet sembla interminable. Lorsqu'il reçut un message de Clément en début de soirée, il ouvrit son téléphone sans respirer. La photo qui s'afficha confirma tout. Le collier était intact, la photo à l'intérieur aussi. L'image en noir et blanc le montrait, plus jeune, assis à côté d'Élodie, souriant maladroitement. Derrière eux, le rideau du photomaton tombait en vagues, et la date imprimée en bas confirmait l'époque exacte. Clément avait réussi à convaincre la collectionneuse de le lui revendre. Il serait de retour dès le lendemain matin. En parallèle, Laurent décida d'ouvrir un autre pan du passé. Il se rendit dans la cave de l'immeuble où il entreposait certaines affaires qu'il ne consultait jamais. Il y trouva une boîte contenant de vieux carnets, lettres, souvenirs de l'époque de Bordeaux. Parmi eux, une enveloppe scellée portant l'écriture d'Élodie. Il l'avait oubliée depuis longtemps. À l'intérieur, un court message, visiblement écrit après leur séparation, mais jamais posté. Elle y parlait de ses doutes, de son silence, de la peur de ne pas être assez pour lui. Laurent lut ces lignes avec une émotion contenue. Il comprenait mieux, à travers ces fragments, ce qui s'était joué pour elle. Le silence qu'elle avait choisi n'était pas une fuite, mais une protection, une manière de ne pas imposer un choix à un homme qu'elle pensait inapte à aimer autrement que par mesure. Le lendemain, dès 8 heures, Clément revint à l'appartement avec le collier. Laurent le tint dans sa main comme un témoin précieux. Il l'ouvrit doucement, contempla la photo et sentit une vague d'émotion l'envahir. C'était la confirmation que tout ce qu'Élodie avait écrit était vrai. Ce n'était plus une supposition, ni un souvenir trouble, mais un fait concret. Il décida de remettre immédiatement l'objet à son avocat, qui le fit enregistrer et ajouter au dossier en cours. Il savait que cela ne garantissait pas une victoire immédiate, mais cela renforçait considérablement la crédibilité de son témoignage. Ce même jour, Clara tomba sur un carnet de notes qu'il avait laissé ouvert sur la table. Elle le feuilleta sans comprendre tout ce qu'elle lisait, mais remarqua une page où son prénom était écrit plusieurs fois. Elle demanda à Laurent s'il écrivait sur elle. Il ne nia pas. Il lui expliqua qu'il essayait de tout comprendre, de tout remettre en ordre, qu'il voulait être sûr de ne rien rater, de ne pas la perdre. Clara ne répondit rien sur le moment, mais le soir venu, après l'histoire du coucher, elle lui tendit un dessin. Elle y avait représenté une grande silhouette, lui, une plus petite, elle, et une chaîne argentée les reliant. Elle n'avait pas besoin d'explications juridiques. Elle sentait dans les gestes, les silences, les regards, que quelque chose d'irréversible les liait déjà. Clara parla aussi, ce soir-là, d'Élodie. Elle raconta des souvenirs simples, les chansons le soir, les biscuits faits maison, les dimanches au parc. Elle dit qu'Élodie lui avait montré une photo de Laurent, prise sur la plage. Elle affirma que sa mère lui parlait souvent de lui,
mais toujours avec douceur, comme quelqu'un qu'elle regrettait mais n'accusait jamais. Laurent écoutait ces récits avec une attention fiévreuse. Il comprenait que cette mémoire partagée formait les fondations de leur histoire. Et cette histoire, il ne voulait plus la fuir. L'assistante sociale chargée du suivi de Clara revint quelques jours plus tard. Elle interrogea Laurent plus longuement, s'attarda sur le collier, demanda à voir les documents. Elle sembla moins distante, plus à l'écoute. Elle admit que la stabilité affective visible entre lui et Clara pesait dans la balance. Elle sourit en voyant un des dessins encadrés que Clara avait offert à Laurent. Ce genre de détails, dit-elle, compte plus que certains papiers. Ce soir-là, Laurent relut la lettre d'Élodie une dernière fois. Elle lui apparaissait désormais sous une lumière nouvelle. Non plus comme un document d'urgence, mais comme une passerelle, un lien entre deux mondes qui n'auraient jamais dû se séparer. Il sut alors qu'il ne se battait plus seulement pour Clara. Il se battait aussi pour réparer ce qu'il n'avait pas su protéger autrefois, pour donner une forme durable à l'amour qu'il avait laissé s'éteindre dans le silence, et pour offrir à Clara désormais non pas un refuge provisoire, mais une maison, une vraie. Dès les premiers instants de cette nouvelle étape, Laurent comprit que la procédure juridique ne serait ni rapide ni simple. La remise du collier à son avocat, bien qu'importante, n'avait pas mis fin aux incertitudes qui planaient sur la garde de Clara. Le juge, lors de l'audience précédente, avait accordé une garde provisoire, mais le cousin d'Élodie maintenait son offensive. Antoine Marchand ne reculait pas. Il multipliait les démarches pour obtenir un jugement en sa faveur, sous prétexte qu'il était un membre de la famille directe, ce qui, dans certaines conditions, pouvait suffire en l'absence d'une reconnaissance légale de paternité. Le temps jouait désormais un rôle crucial, et Laurent le savait. Il passait de longues heures à préparer son dossier avec son avocat. Ce dernier insistait sur la nécessité de démontrer non seulement la stabilité matérielle de l'environnement de Clara, mais surtout la qualité du lien affectif tissé entre eux. Il fallait convaincre le juge que cette relation, bien que récente, avait déjà une profondeur et une solidité suffisantes pour être protégée par la loi. Laurent se soumit à toutes les exigences administratives: entretien psychologique, visite domiciliaire, questionnaire sur ses intentions éducatives, bilan de santé, justificatif financier. Rien n'était laissé au hasard. En parallèle, Clara continuait à vivre dans l'appartement, avec cette légèreté propre à l'enfance, même si, parfois, des éclats de tension perçaient la surface. Elle avait entendu des fragments de conversation, capté certains mots qu'on ne pouvait lui cacher complètement. Tribunal, garde légale, audience, avocat. Un soir, elle demanda à Laurent s'il allait devoir la rendre. Il s'interrompit, les mains encore couvertes de farine. Il tentait de faire un gâteau au yaourt et la regarda longuement. « Je fais tout pour que tu restes ici », dit-il enfin, sans détour. Elle hocha la tête, puis retourna à son mélange, concentrée à ne pas faire tomber une seule goutte. Ce fut un geste simple, mais il lui sembla plus puissant qu'un long discours. Elle lui faisait confiance. L'audience définitive fut fixée pour la semaine suivante. Le juge avait demandé la présence de Clara, sans obligation d'entendre son témoignage, mais pour constater son comportement dans l'environnement de Laurent. Cette exigence perturba fortement ce dernier. Il craignait que l'enfant soit intimidé par la solennité de l'endroit, ou pire, influencé par les propos d'Antoine Marchand. Ce dernier, selon les informations glanées par Clément, avait déjà préparé une mise en scène. Il comptait se présenter comme un parent aimant, prêt à tout pour élever Clara dans un cadre familial plus simple, loin de la froideur d'un grand appartement parisien. Le jour venu, Laurent s'habilla avec sobriété. Clara portait une robe bleue que Mireille avait soigneusement repassée, et elle tenait dans sa main le dessin du collier, celui qu'elle avait fait après avoir vu l'objet réel. Dans la salle d'audience, les regards convergeaient vers eux. L'ambiance était plus pesante que lors de la première session. Antoine Marchand était assis avec son avocat, affichant une assurance rigide. Le juge, un homme au geste précis et à l'expression neutre, ouvrit la séance. L'avocat de Laurent prit la parole en premier. Il présenta le collier retrouvé, le journal intime d'Élodie, la lettre manuscrite, les déclarations de la psychologue ayant suivi Clara depuis son arrivée à Paris, les témoignages de Sophie et de Mireille. Il décrivit le quotidien structuré mais affectueux mis en place autour de l'enfant, les efforts d'adaptation de Laurent, sa disponibilité constante, les habitudes prises, les liens formés.
Il insista sur le fait que Laurent ne cherchait pas à obtenir Clara par défi ou orgueil, mais par amour véritable, et qu'il avait prouvé en acte sa capacité à prendre soin d'elle. Lorsque ce fut au tour de la défense, l'avocat d'Antoine se lança dans une tirade bien structurée, insistant sur la parenté de sang, la continuité familiale, les racines. Il affirma qu'Antoine avait un mode de vie plus humain, qu'il vivait dans une maison avec jardin, qu'il avait du temps à consacrer à l'enfant. Il accusa Laurent de n'avoir montré aucun signe d'intérêt pendant les 7 premières années de la vie de Clara et de se présenter aujourd'hui comme une figure paternelle uniquement en réaction à l'état de santé critique de la mère. Ces propos provoquèrent une tension palpable. Laurent se leva, sur indication de son avocat. Il s'adressa au juge directement. Sa voix était calme, mais chaque mot résonnait avec une intensité contenue. « Je ne suis pas ici pour défendre un honneur blessé ou un confort personnel. Je suis ici parce qu'un matin, cette petite fille est arrivée à ma porte tenant une lettre dans la main, et que tout a changé. Elle m'a regardé comme si elle me connaissait déjà. Je ne savais rien. Mais depuis ce jour, j'ai appris à la connaître, à l'aimer, à craindre pour elle. J'ai découvert ce que c'est que de vouloir protéger quelqu'un plus que soi-même. Et aujourd'hui, ce que je demande, ce n'est pas un droit légal, c'est la possibilité de continuer à être là pour elle, chaque jour, de l'emmener à l'école, de l'écouter quand elle doute, de la voir grandir. » Il se tut. Dans la salle, le silence était complet. Clara le regardait sans comprendre tout ce qu'il disait, mais ressentant dans sa posture et son regard la vérité de ses paroles. Le juge annonça qu'il prendrait quelques jours avant de rendre sa décision finale. Mais au moment de quitter la salle, Clara se leva, traversa l'espace entre les bancs et prit la main de Laurent. Sans un mot. Ce geste, sa simplicité, sa clarté, bouleversa même les observateurs les plus froids. À la sortie du tribunal, Laurent sentit pour la première fois une paix étrange. Non pas une victoire, car rien n'était encore décidé, mais une forme d'alignement. Il avait dit ce qu'il fallait dire. Il avait montré ce qu'il fallait montrer. Il n'avait pas fui. Il avait tenu sa place, non en tant que millionnaire, ni en tant que stratège, mais en tant qu'homme, en tant que père. Et alors qu'il remontait l'avenue avec Clara à ses côtés, il reçut un appel inattendu. L'hôpital. Élodie venait de se réveiller. L'équilibre venait à peine d'être esquissé qu'une nouvelle secousse allait à nouveau tout remettre en question. Le retour d'Élodie dans le monde des vivants bouleversa tout l'équilibre que Laurent avait tant peiné à construire. Dès le premier appel de l'hôpital, il sentit une crispation monter dans sa gorge. Ce n'était pas de la peur en soi, mais plutôt la conscience que l'histoire reprenait une dimension qu'il ne contrôlait plus. Élodie n'était pas seulement la femme du passé, la mère absente, le nom sur une lettre. Elle redevenait une personne réelle, avec une voix, des souvenirs, une volonté. Et cette volonté, Laurent le comprit très vite, allait réinterroger tout ce qui s'était construit entre lui et Clara. Il se rendit à l'hôpital dès le lendemain matin. La chambre d'Élodie était baignée de cette lumière grise caractéristique des fins d'automne parisiennes. Elle était allongée, pâle, amaigrie, mais ses yeux brillaient d'une lucidité intacte. Lorsqu'elle le vit entrer, elle ne sourit pas tout de suite. Elle resta silencieuse, l'observant longuement comme si elle cherchait à vérifier qu'il était bien réel. Laurent s'approcha lentement, sans savoir s'il devait parler le premier. Finalement, ce fut elle qui brisa le silence. « Je savais que tu viendrais. » Il s'assit sans répondre immédiatement. Il y avait trop de choses à dire, et aucun mot ne semblait suffisant. Élodie reprit, d'une voix affaiblie mais stable. « Clara, elle va bien ? Elle est chez moi. Elle va très bien. » Un silence s'installa à nouveau, plus lourd cette fois. Puis elle reprit. « Je t'ai écrit. Je t'ai dit pourquoi je n'étais pas revenu, pourquoi je ne t'ai rien dit. Je sais, j'ai lu ta lettre. Je comprends. Je crois que j'aurais fait pareil à ta place. » Cette phrase qu'il ne s'était pas préparé à dire sortit avec une sincérité qui surprit même Laurent. Élodie tourna légèrement la tête vers la fenêtre. « Je n'ai jamais cessé de penser que tu serais le bon père pour elle. Mais j'avais peur que tu ne sois pas prêt ou que tu refuses. Alors j'ai choisi à ta place, je t'ai ôté la possibilité de dire non. » Elle se tourna vers lui à nouveau. « Et maintenant, tu veux la garder ?» Il inspira profondément. « Je ne veux pas la garder comme on garde un objet. Je veux continuer à être là, parce que je l'aime, parce que c'est elle qui m'a fait comprendre que j'étais capable de ça. » Élodie hocha lentement la tête. «
Puis elle ferma les yeux quelques secondes. Quand elle les rouvrit, elle semblait plus émotive, plus fragile. Moi aussi, je veux être avec elle. J'ai fait des erreurs. Mais c'est ma fille, et je veux qu'elle vive avec moi. J'ai une maison dans le sud. J'ai déjà commencé les démarches pour m'y installer dès que mon traitement me le permettra. Elle aura de l'espace, une école proche, des repères. Les mots tombèrent comme un coup près. Laurent sentit ses épaules se raidir. Il s'y attendait quelque part. Mais l'entendre formuler avec autant de clarté réveilla une douleur sourde. Il resta silencieux quelques instants, puis répondit doucement. « Clara est heureuse ici. Elle a trouvé un rythme, des repères aussi. Elle ne m'a jamais connu avant, mais maintenant, elle ne s'endort plus sans que je lui lise une histoire. Elle rit, elle dessine, elle parle de toi, souvent. Tu fais partie de sa vie, même quand tu n'es pas là. » Élodie baissa les yeux. Elle semblait lutter contre des émotions qu'elle ne voulait pas laisser apparaître. « Je ne veux pas t'exclure, Laurent. Ce n'est pas ça. Je veux juste recommencer avec elle, dans un endroit neuf, loin de tout ce que j'ai raté ici. Et tu crois qu'effacer tout ce qu'elle a construit ces dernières semaines l'aidera à se reconstruire ?» Elle ne répondit pas immédiatement. Le combat intérieur qu'elle menait était visible. Elle n'était pas insensible à ces mots, mais elle restait convaincue que sa place de mère primait sur tout le reste. Ils se quittèrent sans décision, sans conclusion. Laurent rentra chez lui avec un poids immense sur la poitrine. Il savait que la justice pencherait probablement en faveur de la mère biologique si elle était jugée apte. Il savait aussi que Clara aurait du mal à comprendre pourquoi elle devrait quitter cet espace où elle commençait à se sentir chez elle. Les jours suivants furent marqués par une tension latente. Clara, perceptive, sentit que quelque chose changeait. Elle demanda si elle allait devoir partir. Laurent, comme toujours, choisit l'honnêteté. « Ta maman veut qu'on discute tous ensemble. Elle veut aussi que tu sois bien. Et moi aussi. » Elle baissa les yeux comme si elle savait ce que cela signifiait déjà. Le jour du rendez-vous arriva. Laurent accompagna Clara à l'hôpital. Le moment fut étrangement calme. Élodie sourit en voyant sa fille, l'embrassa longuement. Elles parlèrent doucement, sans tension. Puis Élodie s'adressa à Laurent. « Je veux passer du temps seul avec elle. Une promenade. Rien de plus. » Il acquiesça, le cœur serré. Pendant 2 heures, il attendit dans un café à proximité. Lorsqu'il revint, Clara avait les yeux rougis, mais elle lui prit la main sans protester. Ce soir-là, elle ne posa pas de questions. Elle se contenta de s'endormir contre lui. Le lendemain, Élodie demanda à le voir de nouveau. Elle avait réfléchi. Elle ne semblait plus aussi sûre de sa décision. Elle parla de ses doutes, de la peur de priver Clara de quelque chose qu'elle ne pourrait pas lui offrir seule. Elle parla aussi de ses failles, de ses erreurs passées. Elle ne demanda pas pardon, mais elle ouvrit un espace de dialogue que Laurent saisit immédiatement. Il proposa de ne pas trancher immédiatement, d'attendre un peu, de chercher ensemble ce qui serait juste. Pas pour eux, pour Clara. Élodie accepta. La guerre silencieuse se transforma en conversation. Ce n'était pas encore une alliance, mais ce n'était plus un conflit. Et dans cette incertitude nouvelle, un fragile espoir apparut. Celui que, peut-être, il existait un chemin où l'amour de 2 parents que tout avait séparés pouvait converger vers un seul objectif, le bonheur d'une enfant. La conversation entre Laurent et Élodie, amorcée dans la chambre blanche de l'hôpital, ne s'éteignit pas avec les derniers mots échangés ce jour-là. Au contraire, elle inaugura une série de rencontres intenses, souvent difficiles, toujours empreintes d'un mélange de culpabilité, de tendresse enfouie, et surtout d'un amour partagé pour Clara. Ils ne se voyaient pas pour raviver un passé révolu, ni pour ressasser les blessures, mais pour tenter, malgré tout, de construire un présent viable. Chaque rendez-vous était une tentative de se réapproprier les fragments d'une histoire que ni l'un ni l'autre n'avaient jamais complètement fermée. Élodie, encore affaiblie, accepta de sortir de l'hôpital pour quelques heures, accompagnée d'un soignant. Laurent l'invita à déjeuner chez lui à table avec Clara. Ce fut la première fois que les 3 furent réunis dans un cadre domestique, autour d'un repas préparé par Mireille. L'atmosphère était étrange, presque irréelle. Clara, entre ses 2 parents, oscillait entre la joie simple de les voir réunis et une angoisse silencieuse que tout cela ne dure pas. Elle parlait peu, mangeait doucement, observait chacun avec une acuité impressionnante. Laurent, lui, tâchait de faire bonne figure. Il posait des questions à Élodie sur ses soins, ses projets, son futur logement.
Il découvrit qu'elle avait hérité d'un petit bien dans le sud de la France, une maison familiale qu'elle prévoyait de restaurer pour y vivre avec Clara. Il écoutait sans la contredire, mais chaque mot lui serrait un peu plus la gorge. Cette vie qu'elle décrivait, calme, douce, entourée de nature, était séduisante. Mais il ne pouvait s'empêcher de penser à ce que Clara laisserait derrière elle si elle quittait Paris. Ses routines, son école, ses repères, et surtout, lui. Les discussions se poursuivirent les jours suivants, parfois en présence de l'avocat de Laurent, parfois avec un médiateur familial recommandé par le juge. L'idée d'un arrangement à l'amiable prenait de l'ampleur. La justice, bien qu'encore impliquée, laissait de plus en plus de place au dialogue entre les parents. Élodie hésitait. Son instinct maternel lui soufflait de reprendre sa fille avec elle, comme une façon de réparer toutes les années perdues. Mais elle sentait aussi que Clara avait changé, que quelque chose en elle s'était noué avec Laurent et ne pouvait plus être simplement défait. Un soir, Laurent proposa une idée qu'il ruminait depuis plusieurs jours, mais qu'il n'osait formuler. Il demanda à Élodie s'il était envisageable de partager la garde de Clara de manière alternée mais stable, sans la déstabiliser. Il suggéra qu'elle reste scolarisée à Paris, mais qu'elle passe toutes les vacances et certains week-ends dans le sud, avec sa mère. Élodie l'écouta sans l'interrompre, puis lui demanda du temps pour y réfléchir. Pendant ce temps, Clara, elle, ne disait rien de ses inquiétudes. Mais Laurent surprit un jour une conversation qu'elle tenait avec Mireille. Elle disait qu'elle ne voulait pas quitter son papa, qu'elle avait peur d'oublier tout ce qu'elle avait appris ici. Et en même temps, elle disait que sa maman lui manquait. Ces mots bruts d'une clarté désarmante renforcèrent en Laurent la certitude que la solution ne pouvait être ni un arrachement, ni un choix exclusif. Finalement, après plusieurs jours d'échanges, Élodie accepta de rencontrer seule le médiateur. Elle passa plus d'une heure à parler de ses doutes, de ses craintes, de ses espoirs. À sa sortie, elle appela Laurent. Elle lui demanda de la retrouver au jardin du Luxembourg, un lieu où ils avaient promené Clara une fois peu après son arrivée. Lorsqu'il la vit, elle était assise sur un banc, les mains croisées, le regard perdu dans la fontaine. Elle ne se leva pas quand il arriva. Elle parla doucement, sans détour. « J'ai beaucoup réfléchi. Je ne veux pas me battre contre toi. Je ne veux pas imposer une rupture à Clara. Elle a déjà traversé assez de changements pour une seule vie. » Elle fit une pause, regarda les feuilles tomber autour d'eux. « J'accepte ta proposition. Clara vivra à Paris. Tu t'occuperas d'elle au quotidien. Je viendrai aussi souvent que possible. Et dès que je serai remise, je l'accueillerai pendant les vacances. Mais je veux qu'on fasse les choses proprement. Un accord légal, une vraie organisation, pas une faveur temporaire. » Laurent hocha la tête. Il ne s'attendait pas à entendre ces mots, du moins pas si vite. Il ressentit un soulagement profond, presque douloureux. Il s'assit à côté d'elle et pour la première fois depuis des années, ils restèrent là, sans tension, sans reproche, liés par la seule volonté de faire le mieux pour quelqu'un d'autre qu'eux-mêmes. Ils officialisèrent l'accord une semaine plus tard. L'avocat de Laurent, celui d'Élodie, ainsi qu'un représentant des services sociaux, signèrent les documents établissant les droits et devoirs de chacun. Clara serait inscrite à l'école à Paris, resterait sous la garde principale de son père, mais passerait un tiers de son année avec sa mère, incluant les vacances scolaires. Élodie, de son côté, bénéficierait d'un accompagnement psychologique pour sa reprise de vie et d'un soutien médical jusqu'à sa réhabilitation complète. Ce nouvel équilibre ne fut pas parfait dès le départ. Il y eut des maladresses, des ajustements, des émotions à gérer. Clara posa des questions, parfois très directes, parfois confuses. Pourquoi elle ne pouvait pas vivre avec les deux en même temps? Pourquoi son papa et sa maman ne s'aimaient plus? Pourquoi les adultes disaient souvent qu'ils faisaient ça pour le bien des enfants, alors qu'on n'était jamais sûr si c'était vraiment bien? Laurent tenta de répondre avec douceur, sans mensonge, mais avec prudence. Il comprit que rien ne serait jamais entièrement clair pour Clara, mais que l'important était de toujours être là pour elle, de ne jamais la laisser seule face à ses doutes. Il accompagna Élodie à la gare lorsqu'elle repartit vers le sud pour la première fois depuis leur accord. Clara l'embrassa longuement, sans pleurer, mais avec une gravité rare. Élodie promit d'appeler tous les jours. Laurent resta sur le quai quelques minutes après le départ du train, pensif. Il ne savait pas exactement ce que l'avenir leur réservait, mais il sentait qu'ils avaient franchi une étape essentielle. Le millionnaire solitaire, autrefois enfermé dans ses murs de verre, avait ouvert sa vie à l'imprévu,
au désordre affectif, à l'amour désarmant d'une petite fille. Et maintenant, même dans l'absence, même dans la séparation, il savait que ce lien n'était plus une hypothèse, mais une certitude construite à 2, puis à 3. 3 mois avaient passé depuis la signature de l'accord de garde partagé entre Laurent et Élodie. La transition, bien qu'encadrée avec précision, s'était révélée pleine de nuances imprévues, de réajustements constants, de petites résistances et d'adaptations patientes. Pourtant, à mesure que les jours s'enchaînaient, un nouvel équilibre s'était instauré, plus naturel que prévu. Clara, désormais scolarisée dans une école non loin de l'appartement de Laurent, s'était adaptée à ce rythme de vie entre 2 parents sans heurts apparents. Elle semblait même trouver une forme de stabilité dans cette structure nouvelle, sans conflit, où chacun tenait sa place sans prétendre effacer celle de l'autre. Laurent, de son côté, n'était plus cet homme rigide qui mesurait ses journées à la minute. Ses routines s'étaient assouplies, ses priorités avaient changé. Il continuait de travailler, bien sûr, de diriger ses affaires avec la même acuité, mais l'idée d'un agenda parfaitement maîtrisé lui paraissait aujourd'hui étrangère. Il savait désormais que la vie exigeait des ajustements permanents. L'important n'était plus de tout contrôler, mais de savoir répondre présent là où cela comptait. Clara passait ses journées d'école dans un rythme paisible. Elle rentrait à pied avec Laurent ou Mireille, racontait ses journées avec entrain, dessinait avec passion, demandait de l'aide pour ses devoirs ou exigeait une histoire chaque soir avant de dormir. Les week-ends, elle allait parfois au parc avec son père, parfois à des cours de musique. C'est elle qui un soir avait demandé si elle pouvait apprendre le violon. Laurent, un peu surpris, avait immédiatement accepté, touché par ce désir inattendu. Elle assistait depuis peu à des cours hebdomadaires dans un petit conservatoire du quartier, et c'était dans ce contexte qu'arriva un événement décisif pour eux deux, le premier récital. Le jour du concert, Paris était traversé par un de ces froids secs typiques de l'hiver où la lumière semble figée dans l'air glacé. Laurent accompagna Clara jusqu'à la petite salle municipale où se tenait le spectacle. Il l'aida à ajuster son manteau, porta son étui de violon, vérifia 2 fois que ses partitions étaient bien dans le sac. Il y avait dans chacun de ses gestes un mélange d'attention et de nervosité. Il se rappelait les rendez-vous d'affaires cruciaux où tout se jouait à une poignée de secondes près, mais jamais il n'avait ressenti ce type de tension. Douce, profonde, personnelle. Dans la salle, Élodie était déjà assise. Elle leur adressa un signe discret. Clara courut la rejoindre pour l'embrasser, puis se dirigea en coulisses. Laurent s'assit à côté d'Élodie. Ils échangèrent quelques mots simples, observant le programme imprimé, commentant la décoration modeste de la scène. Il n'y avait plus de malaise entre eux, juste une complicité apaisée, faite de respect et d'un lien désormais indéfectible. Leur fille. Lorsque Clara entra sur scène, petite silhouette concentrée tenant son violon avec application, Laurent sentit quelque chose en lui se figer. Elle était là, droite, un peu intimidée, mais résolue. Elle posa son archet sur les cordes, attendit le signal du professeur et commença à jouer. Les premières notes tremblaient un peu, puis le son se stabilisa. La mélodie était simple, maladroite parfois, mais chaque note résonnait pour Laurent comme une confirmation. Ce n'était pas la musique en elle-même qui comptait, c'était ce qu'elle représentait, la preuve que Clara avait trouvé sa place, que sa vie ne flottait plus dans l'incertitude. Elle jouait, elle grandissait, et lui, il était là. Il sentit son regard s'embuer. Pas de tristesse, juste cette émotion intense, celle qu'on ressent quand on mesure tout ce qu'on a parcouru sans l'avoir prévu. Il pensa à leur premier échange dans ce couloir sous la pluie, aux billets chiffonnés, au regard plein de certitude de Clara lorsqu'elle avait dit qu'il était son père. Il repensa aux nuits sans sommeil, aux maladresses du début, aux efforts pour comprendre ce qu'était un goûter équilibré ou un cauchemar d'enfant. Et à cet instant précis, il comprit que rien n'avait été une erreur. Après le concert, ils félicitèrent Clara avec chaleur. Elle souriait, fière, tenant son violon comme un trésor. Ils prirent une photo à 3, la première depuis le début de cette nouvelle configuration. Pas une photo forcée ou nostalgique, une image simple, naturelle, d'un moment partagé sans tension. Clara entre eux deux, souriant, comme si le monde lui appartenait. Dans les jours qui suivirent, la routine reprit son cours. Mais Laurent portait en lui une forme de sérénité nouvelle. Il ne cherchait plus à tout comprendre. Il vivait, tout simplement. Il acceptait les retards, les imprévus, les émotions.
Il commençait à recevoir chez lui les amis de Clara, organisait de petits goûters, posait des questions au professeur. Même Sophie, venue passer quelques jours à Paris, lui fit remarquer qu'il semblait habité, moins protégé mais plus vivant. Un dimanche matin, alors qu'il lisait dans le salon et que Clara dessinait à même le tapis, elle s'arrêta, leva les yeux vers lui et demanda « Tu crois qu'on peut être une famille même quand on ne vit pas tous dans la même maison ?» Il posa son livre, la regarda longuement puis répondit « Je crois qu'une famille, c'est quand on choisit de rester ensemble, même quand c'est compliqué, quand on se parle, quand on se soutient. Alors oui, je crois que nous en sommes une. » Elle hocha la tête, comme si cette réponse suffisait. Puis elle se remit à dessiner. Laurent regarda la scène devant lui. Il se savait encore en chemin. Il n'avait pas réponse à tout, ni formule magique pour le futur. Mais il avait compris quelque chose d'essentiel. On ne choisit pas toujours quand la vie bascule, mais on peut choisir comment on accueille ce qui en découle. Et Clara, avec sa voix franche, son regard direct et sa présence indiscutable, avait ouvert en lui un espace qu'il croyait à jamais fermé. Ce n'était pas une fin, c'était un nouveau départ.